En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? La charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, c'est pas pour nous. Et regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau un peu partout. C'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est dangereux. L'énergie joue quand même un grand rôle dans le développement industriel. Cette année, on constate qu'il y a plus de délestage par rapport à l'année passée. Alors, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à cette situation. Alors, Excellence, quel bilan pouvez-vous faire en termes de reconquête du territoire national? En termes de reconquête, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'initiative est nôtre. Ça, c'est le volet le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été attentistes et l'ennemi qui donnait le rythme de la manœuvre. Et le changement, donc, cette bascule, le fait qu'on ait repris l'initiative de la manœuvre, c'est très important. Et pour pouvoir reprendre l'initiative de la manœuvre, il a fallu donc beaucoup d'efforts en termes de recrutement, d'équipement, mais surtout de formation. Parce qu'une chose aussi est très importante. Aujourd'hui, personne ne connaît notre armée, si je peux le dire, à l'international. Personne ne maîtrise notre armée. Nous avons quitté ce carcan de se faire former par les autres, se faire dicter les programmes par les autres, la tactique par les autres. Aujourd'hui, tout est endogène. Donc, ce sont des Burkinabés qui conçoivent le programme en fonction des retours d'expérience sur le terrain, qui forment les hommes, ce qui fait que nous arrivons à faire des prouesses. Et à l'heure où je vous parle, nos unités ont conquis beaucoup de localités, notamment en allant au nord de Djibou. Ces localités qui ont été perdues depuis peut-être bientôt 10 ans, telles que Baraboulé, et bien au-delà jusqu'à Pétékoli, nos unités ont reconquis. Au bout d'après de bataille, mais ils y sont. Ils sont installés. À l'est également, nous avons progressé en allant vers la frontière béninoise, notamment les villes carrefour telles que Nadiago et autres, ont été reconquises et sont sous contrôle. Et nous progressons donc ainsi de victoire en victoire. Monsieur le Président, vous avez parlé de formation des hommes, ce qui est très importante. Vous avez parlé également de l'érection, par exemple, des VDP en forces armées. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie, c'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups, pour utiliser les poux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendre, le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. La charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà
dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis les questions d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre, on ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité, la démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, c'est lui qui vient comme ça vous parler de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts? C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la CFRI coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous, qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaoré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse. Et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi, qu'ils pourront réussir la mission. Et pendant ce temps, il y a une loi qui a été adoptée également sur les libertés religieuses en tant que telle. Et je crois que cette loi a fait quand même pas mal de grincements dedans. Et souvent, il y a des incompréhensions autour. Ah bon?
Une loi qui n'est même pas débattue à l'Assemblée, qui grince les dents, est-ce que les gens ont lu? Quand une loi, est-ce que ceux qui parlent de la loi ont lu la loi d'abord? Est-ce qu'ils ont compris la loi? L'Assemblée va convoquer bientôt les fêtières religieuses pour discuter de la loi. Et donc les fêtières, ce sont les représentants, ce sont les responsables des différentes religions. Ça n'a pas encore été fait. Sinon, ce n'est pas encore débattu, donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le contenu de la loi. Donc, comme je l'ai dit, il y a toujours des gens faciles à manipuler, d'esprit faible, qui ne cherchent pas trop loin, qui sont beaucoup ignorants. Il faut savoir que les propositions n'émanent pas même du gouvernement forcément, parce qu'il y a eu des concertations avant, avec beaucoup de communautés. C'est une loi ça fait plus d'1 an de concertation avec les communautés. Et donc, il y a un certain nombre de réformes à l'intérieur, mais surtout d'organisation. Et je pense que c'est une loi qui protège plus les religieux. En ce sens que, vous voyez, imaginez n'importe qui se lève aujourd'hui, il s'autoproclame un leader, il prêche comme il veut, ce qu'il veut, il peut développer tout seul une idéologie et il n'est sous contrôle de personne. Cette loi permet d'organiser. Quand vous prenez au niveau donc des catholiques, il y a une fêtière. Au niveau des coutumiers, il y a des fêtières. Au niveau des musulmans, il y a des fêtières. Et c'est cette fêtière qui doit normalement organiser la vie dans la communauté. Quelqu'un, par exemple, ne peut pas se lever, se donner des titres et se mettre à prêcher ce qu'il veut. Si, par exemple, vous devrez être un imam ou bien être un leader religieux qui doit prêcher ou quelque chose, dans la loi, il est prévu que votre fêtière qui doit vous délivrer un papier qui authentifie que vous avez la capacité de pouvoir exercer ce que vous voulez exercer. Mais ça donne du poids aux leaders religieux, au lieu que ce soit le désordre qui est installé là. Quelqu'un se lève, il construit sa mosquée, il fait ce qu'il veut. Il construit son temple ou son église là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc c'est ce qu'on a essayé de réguler quelque part. En gros, c'est donner du poids aux fêtières, leur permettre d'organiser chacun dans sa lignée comment la religion doit se passer. Les activités des partis politiques ont été suspendues et par la suite on a constaté leur dissolution. Alors quel message se cache derrière ces décisions? Aucun message. La politique a pu faire quoi au Burkina? Pas grand-chose. Ça nous a divisés, ça c'est une réalité. Même dans des familles, deux frères qui appartiennent à deux partis, mais ils vont développer une haine sauvage, vous ne pouvez pas comprendre. Et ça, c'est dangereux. Et en termes de développement, vous savez que la politique, c'est comme une entreprise en africain. C'est-à-dire, vous êtes, moi je suis président d'un parti, je vous recrute, vous êtes de beaux parleurs, de beaux trompeurs. On flatte les gens, ils nous suivent. On a des opérateurs économiques à gauche et à droite qui nous aident à financer et vous partez corrompre les gens. Une fois que vous avez bien corrompu, si on gagne les élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Voler pour un retour sur investissement. Et ces opérateurs qui vous ont financé, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de les donner tous les marchés de l'État. Vous ne pouvez pas les faire payer la douane comme il faut. Vous ne pouvez pas faire payer les taxes comme il faut. Parce qu'ils ont besoin d'un retour sur investissement. C'est ça la réalité. Même nous, quand on est arrivé, il y a des opérateurs qui nous ont approchés aussi pour financer ou quelque chose. Nous ne sommes pas des politiciens. L'ancien chef d'État, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été extradé du Togo pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et de tentatives de déstabilisation. Quelle est la suite réservée à ce dossier? Alors, ce n'est pas la première tentative. Depuis qu'on est là, les tentatives sont là. Et cette fois-ci, je pense qu'il y a eu des preuves accablantes qu'on a dû présenter donc au truc parce que nous, il y a eu plusieurs tentatives de sa part installées au Togo, mais nous, on n'a pas cherché à l'extrader au truc. Souvent, il nous venait donc de dire aux autorités togolaises, bon, voilà ce qu'il est en train de faire, il faut le conseiller. Parce que nous, quand il est parti, nous n'avons cherché aucunement à faire une chasse aux sorcières, comme on aime le dire. Vous savez, on n'a jamais ouvert un dossier de corruption, de quoi contre lui. Parce que c'est un principe pour moi. Un ancien chef d'État, s'il a été chef d'État, je ne vais pas emmerder quelqu'un sur ça, parce que c'est une responsabilité qui lui a été confiée. Il a dirigé des millions de personnes, même si c'est pour un mois, il l'a fait. Donc, par respect pour cet esprit-là, que ce soit le président Roch et Damiba lui-même, moi je n'ai jamais emmerdé quelqu'un. Pas pour autant qu'ils sont blancs, il y a beaucoup de choses.
Mais j'ai décidé de ne pas emmerder quelqu'un. Et il devrait aller se caser tranquillement au Togo. Malheureusement, il est rentré dans une spirale où il faut, coûte que coûte, nous détruire. On a essayé de contenir cela. Mais quand vous prenez les dernières tentatives, il y a des choses quand même très graves. Où il disait à ceux-là qui devaient faire les actions et tout, qu'il y aurait beaucoup de morts. Ils n'ont qu'à tuer au maximum. Parce que pour arriver à leur fin, il faut tuer. Et de ne même pas s'en faire parce qu'ils ont des liens avec des terroristes aussi, qui vont tuer beaucoup autour pour occuper les unités, pour qu'ils ne puissent pas venir vers Ouagadougou pour nous soutenir. Donc un truc planifié comme ça, où vous devez tuer beaucoup d'innocents inutilement. Bon, nous avons envoyé toutes les preuves aux autorités togolaises. Il n'a pas pu nier. Je pense qu'il a été entendu là-bas par la justice et tout. C'est réel. Donc voilà pourquoi on l'a extradé. Maintenant, pour l'instant, il est là. Nous sommes en train de creuser. Et c'est un dossier très complexe parce qu'il y a beaucoup de choses autour. Ce qu'on a découvert, c'est que ça implique beaucoup de pays. Des pays qu'on n'imagine pas, qui étaient soi-disant amis. Ça implique beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités à travers le monde. Et on comprend qu'il y avait une grosse machine en fait. De toute façon, un juge l'a déjà vu. C'est lourd, c'est très lourd. Et nous, ça nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de leçons. La route est indispensable au développement, les mines le sont autant également, et on sait que le Burkina fait un grand bond en étant dans le top 4 des pays africains producteurs d'or, ce qui est très important. Et aujourd'hui, vous avez constitué votre réserve d'or. Alors maintenant, Monsieur le Président, quelle est la perspective que cela annonce, la constitution de cette réserve d'or? L'or est une valeur refuge, comme on aime le dire, avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça, donc... voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, on est là, la guerre est là. Et on veut des drones, on veut des armes. On ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc, ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie, ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout. Et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or, ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer. Ils ont dévié un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec nous. La BCAO, je veux dire. Donc, l'or est très important. Et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu le contrat minier, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que le peuple aussi accepte leurs conditions de misère,
Bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire jusque-là aux gens, mais s'il plaît à Dieu, viendra un jour où je vais dire des choses pour choquer les consciences des Burkinabés et de l'Africain en général. On vient de faire une réforme dernièrement pour créer ce qu'on appelle le Food and Drugs Administration, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture et médicaments. On est en train de moderniser un laboratoire pour faire tous les tests et les analyses possibles. Consommons ce que nous produisons. Nos terres sont riches, nos paysans sont braves. Produisons, transformons et consommons. On n'est pas obligé d'avoir le luxe ou le modernisme qu'on cherche. Mais ce qu'on veut là, on peut y arriver. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, je dis moi, je ne suis pas né à Ouaga 2000. Ce que je connais même d'habitude, c'est ma bouillie le matin avec des galettes. Si je gagne ça, c'est bon. Si je ne gagne pas ça, je bois un thé et puis c'est fini. Les croissants et autres là, ce n'est pas mon problème. Parce que le jour que je vais, en tout cas, faire de ça mon problème, mon habitude, il faut que le blé soit produit ici, par mes paysans, transformé ici, jusqu'à la boulangerie par mes paysans. Moi, je ne consomme pas de chocolat. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que souvent, il m'arrive d'envoyer les gens aller payer chocolat chez... Il y a un maître chocolatier burkinabé à Ouaga ici. Maître Bayala. Oui. C'est là-bas seul que moi, je peux peut-être dire que je vais prendre du chocolat. C'est tout. Et il a beaucoup de points de vente à travers le pays. Donc, si quelqu'un aussi cherche à savoir c'est où je paye, il ne saura pas. C'est pour dire qu'il faut qu'on soit conscient. Il faut produire au Burkina, consommer au Burkina. Ou en Afrique, qu'on s'unisse et qu'on comprenne cela. Si on ne le comprend pas, c'est à nos risques et périls. Combien de gens aujourd'hui sont en train de devenir impuissants, infertiles ou quoi? Nos ancêtres étaient comme ça. C'est la réalité. Bon, ça va faire rire les gens, mais c'est la réalité. Même les médicaments ont trop d'infections, des antibiotiques par-ci, par-là. Bon, nous, on a eu la chance de connaître plus les racines et autres. Mais j'ai même dit à nos médecins et nos chercheurs de se reconcentrer sur nos capacités, c'est-à-dire nos plantes que nous avons là. Qu'est-ce qu'il y a comme molécules dedans et qu'est-ce qu'ils peuvent exploiter? Et ils sont là-dessus. Voilà, j'ai eu même des propositions où les gens ont demandé à ce qu'on paye un certain nombre d'équipements qui leur permettent de faire la recherche à fond. J'ai dit voilà, moi je préfère ça. Parce qu'il faut faire attention. On a cherché à nous exterminer et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont arrêter. Donc, mon assiette, ça doit être mon combat de tous les jours. Et même l'assiette même dans laquelle on met la nourriture, je vous ai dit, la porcelaine et autres, tout le monde en consomme. Est-ce que c'est fabriqué ici? Mais on peut le faire, ce n'est pas l'argile qui nous manque, ce n'est pas le truc. L'énergie joue quand même un grand rôle dans le développement industriel. Cette année, on constate qu'il y a plus de délestage par rapport à l'année passée. Alors, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à cette situation. Alors, comme je l'ai dit, la souveraineté énergétique, on vient de très loin. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais regardez, on a lancé plusieurs projets cette année. Et nous, on espérait avoir tous nos groupes électrogènes avant janvier. Hein. Mais si vous avez constaté, il y a des groupes qui sont rentrés il n'y a même pas quelques jours. Hein, et ça continue de venir. Vous voyez, c'est les gros engins qu'ils transportent sur les longs ports-chars et trucs. Vous suivez souvent quand ça rentre. C'est pratiquement au pas d'un an que ça évolue. Pour quitter le port, même pour arriver à Ouagadougou, vous avez minimum 1 mois. Ça avance à un rythme très lent. Malheureusement, c'est venu en retard. Il y a des groupes même qui sont toujours au port, qu'on n'a pas pu encore faire rentrer. Donc, même ceux qui sont rentrés aussi en février et mars, là, je ne vais pas vous mentir, on ne peut pas tout monter en si peu de temps. On était trop dépendants. On importait, c'est-à-dire la tendance était l'importation du Ghana et de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de notre énergie. Donc voilà pourquoi on a décidé de construire nos centrales nous-mêmes pour être autonomes. Et ça, c'est en cours.
Et là aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Vous savez, des bateaux ont été déviés à un moment donné à cause de certaines situations de conflit. Et quelque chose qui devait venir en 45 jours, on se retrouve maintenant à 70 jours ou combien. Arriver au port encore, c'est de la gymnastique. Donc il y a des centrales qui sont en train de naître et le programme, c'est de mettre en place une centrale dans chaque région. Au lieu de concentrer Ouagadougou et Bobo pour desservir, on veut rendre autonomes les régions. Et donc il y a plusieurs centrales qui sont en train d'être installées. Je pense qu'à Koudougou, c'est presque fini. Koudougou, un peu partout. Et il y a d'autres villes qu'on a ciblées même pour avoir des centrales. Donc on espère pouvoir résoudre la question de l'énergie, en tout cas dans les délais les plus brefs qu'on puisse y aller, tant qu'on n'a pas d'autres contraintes à l'international. Parce que tant qu'il n'y a même pas d'énergie, notre rêve d'industrie, ça ne peut pas avoir lieu. C'est impossible. Les industries, ça consomme. Il y a aussi notre ligne de transport qu'il faut tout changer. Et le changement de ces réseaux seulement, c'est des centaines de milliards. Et il faut commander tous ces câbles, construire. Et si vous remarquez dans la ville, un peu partout, on est en train de construire des lignes. Donc tout ça, c'est un chantier. Il y a la production, mais il y a le transport qu'il faut reconstruire totalement. Et on est sur ça. Et pour pouvoir avoir une énergie propre à nous, pure, qui se transporte avec beaucoup de sécurité et qui sera stable pour nos industries.